Alors nous voilà de retour donc sur ce plateau de Matin TV au 5e Forum Afrique Développement. À nos côtés donc Khalid Labidi, bonjour. Bonjour. Merci Vous pour êtes directeur l'invitation. général de l'agence de promotion des investissements, de l'investissement extérieur, mais ce n'est pas un organisme marocain, mais Tunisien. et vous avez été invité pour rencontrer donc des Marocains, mais pas seulement. Vous avez été invité ou vous êtes venu tout seul? J'ai été invité, même si je n'étais pas invité, je serais venu. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous pourriez proposer de différent aujourd'hui quand vous vendez le produit Tunis? Je commencerai par dire, c'est un petit peu naturel que je sois là. Je viens d'un pays africain, c'est un sommet africain dans un pays frère et ami qui est le Maroc, ça fait toujours plaisir de venir. Mais plutôt, je suis là pour voir un petit peu, parler de mon pays, les opportunités d'investissement qu'il y a, mais aussi connaître un petit peu les expériences des uns et des autres sur ce domaine-là, avoir une idée, parce que on le dit partout, le continent africain, c'est le continent où il y aura le plus de croissance dans le monde dans la période qui va venir. C'est le continent qui va faire une croissance à 2 chiffres. Probablement, c'est un continent complètement à équiper, c'est un continent jeune, où un tiers de la population c'est des jeunes, et donc le monde entier s'occupe de l'Afrique. Les Africains, ils ont beaucoup plus de raisons de s'occuper de leur propre continent, et on est là pour dire nous sommes Africains, nous venons d'un pays qui propose des opportunités d'investissement, des gains de productivité, on veut les faire connaître comme les autres pays, et on voudrait faire partie de cette synergie qui existe autour de ce forum. Alors, face à vous, même si vous allez peut-être aller dans le même sens assez souvent, Hassan Al-Helou, bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez African Business Development, donc c'est un organisme qui accompagne, qui conseille des entreprises, c'est bien ça qui souhaiterait aller à la rencontre Tout du d'abord, marché merci africain. pour l'invitation au Matin TV. Voilà. Je vous encourage d'ailleurs à continuer, Inch'Allah, une question nationale. Je rejoins M. Labidi dans ce qu'il a dit. Nous sommes un pays africain, nous avons besoin de nous entraider entre nous. Donc African Business Development, c'est une structure privée basée à Casablanca qui accompagne les sociétés marocaines et étrangères et africaines pour se développer soit dans le continent africain, soit dans d'autres pays. Dernièrement, j'ai accompagné une très grosse multinationale qui voulait se développer aux États-Unis. Alors pour revenir à cette histoire d'entreprise marocaine qui voudrait aller vers vers d'autres pays africains, quel genre de promoteur Alors vous voilà, rencontrez, nous quel genre proposons tout d'entrepreneurs simplement ils vont vers quel genre de pays ils souhaitent Alors aller? aujourd'hui, vous avez vu la tendance des visites royales de Sa Majesté qui se dirige vers des pays comme l'Éthiopie, la Zambie, la Tanzanie. Vous avez déjà des demandes pour ces pays-là? Oui, nous on a commencé, ça fait plus de 2 ans avec la Tanzanie, des pays comme l'Éthiopie, le Soudan, où on a déjà fait des voyages là-bas pour accompagner des sociétés marocaines qui veulent se développer dans ce pays, Quel genre d'entreprise? dans l'agroalimentaire, dans l'industrie du bâtiment et dans les énergies renouvelables. Et en général, quel est le Alors d'abord, quel tout simplement, conseil voilà, il faut une principal étude de que vous marché ou une étude de marketing. On est capable de faire ça ici. L'avantage au Maroc, c'est qu'on a pas mal d'étudiants africains. Donc quand on veut faire par exemple une étude de marketing, on a des étudiants africains qui appellent leurs compatriotes, ils leur parlent leur dialecte. Par exemple, vous voulez vendre, je sais pas moi, de l'huile, qu'est-ce que vous achetez comme huile, ils peuvent leur parler dans leur dialecte. Aujourd'hui avec Skype, c'est vraiment pas cher. Donc on propose des études de marché, des études marketing. Après on fait des missions de prospection sur place. Et après on fait la connexion entre les acteurs locaux en Afrique et les investisseurs marocains ou d'autres pays. Et au contraire, donc des Africains. On a aussi des qui clients souhaiteraient- africains qui souhaitent se développer au Maroc ou ailleurs, parfois même en Europe et dans d'autres Alors, pays. encore une fois, qu'est-ce qui les intéresse? Alors eux, ce qui les intéresse, c'est bien sûr, c'est de pouvoir se développer parce qu'ils sont arrivés par exemple à saturation dans leur pays, dans ce qu'ils font, et ils souhaitent trouver d'autres marchés, comme les Marocains, la même chose là-bas, dans ces pays-là. Quel genre de produit, quel genre de production? Alors ça peut être aussi de l'agroalimentaire, ça peut être de l'industrie, ça peut être du bois, ça peut être de la nouvelle technologie. Il y a beaucoup d'inventeurs africains qui créent des nouvelles applications. Notamment, vous savez que c'est d'abord en Afrique qu'il y a le mobile money, avant que ça soit au Maroc. Au Maroc, ça commence un peu à le faire maintenant. Donc ce sont des Africains qui ont Ça vient créé... d'Afrique de l'Est, c'est ça? Oui, l'Afrique de l'Est.
Et en général, quand donc, ces études que vous faites arrivent à terme, vous avez des retours quelques mois après, quelques années après? En fait, ces études leur servent à ces sociétés à savoir s'ils peuvent investir ou développer ces produits dans ces marchés-là. Et je suppose qu'après ils le font. Alors ça dépend. Parfois les études leur prouvent qu'il ne faut pas le faire. Donc soit ils le font et ça se passe bien, soit on leur dit non, quoi, l'étude montre qu'il ne faut pas le faire et ils font un autre produit ou dans un autre pays. Ou parfois on fait des recommandations. Par exemple, dans une société qui voulait faire quelque chose au Mozambique, on leur a proposé de le faire en Éthiopie et ça s'est bien passé. On n'a pas fait au Mozambique, on l'a fait en Éthiopie. Alors vous-même, monsieur Abidi, vous êtes à peu près dans le même cas de figure, sauf que vous vendez toujours la même destination qui est la Tunisie. Tout à fait. Et donc, comment ça se passe justement là, actuellement pour les investissements en Tunisie, connaissant les difficultés sur le plan sécuritaire que connaissent le pays à la frontière libyenne notamment? Est-ce que vos activités sont freinées ces dernières années, ou est-ce qu'au contraire vous sentez qu'il y a une confiance qui revient? Oui, tout à fait. Donc pendant les premières années après la Révolution, donc il y a eu la Révolution tunisienne qui s'est déclarée en 2011. Juste après, il y a eu la Libye et puis d'autres pays ont suivi. En plus, la situation économique dans la région en entier donc n'a pas été très bonne. Donc la Tunisie a été touchée par une baisse de la croissance. Aujourd'hui, on a terminé un petit peu la construction politique. C'est une nouvelle démocratie qui s'installe avec les instances réelles de démocratie. Les jeunes sont de plus en plus impliqués aujourd'hui et le gouvernement il est de plus en plus donc conscient de la question sécuritaire. Parce qu'il faut le dire, avant en Tunisie c'est un pays paisible où on n'a jamais investi dans la sécurité, on a juste investi dans la santé et dans l'éducation des jeunes. 99% des jeunes sont scolarisés en Tunisie. Et donc aujourd'hui la situation sécuritaire s'est améliorée nettement. Il y a eu de l'investissement, le budget, une bonne partie du budget est partie vers la sécurité, en collaboration avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Les résultats sont là. Aujourd'hui, c'est calme depuis quelques temps. La confiance revient. On a fait une conférence Tunisie 2020 au mois de novembre dernier. On a eu 4500 visiteurs qui sont venus. Et la Tunisie, elle présente un potentiel d'investissement tel que les gens voudraient revenir très rapidement. Et aujourd'hui, on commence à ressentir vraiment de nouveaux pas vers la Tunisie, des investissements, le tourisme aussi. Il revient cette année avec une bonne année agricole. J'espère qu'à partir de l'année prochaine, on va renouer avec la croissance. Cette année, on a fait 1 point de croissance. L'année prochaine, on espère faire 3,5 de croissance avec ce retour de la Tunisie sur la scène internationale. Alors quand vous dites des investissements, c'est essentiellement des grands groupes, c'est bien ça? Oui, des grands et des petits. Des grands et des petits. Alors justement sur les petits, comment vous arrivez à les convaincre, sachant qu'il y a aussi une théorie qui dit que bon, la sécurité ça se décrète pas et que quand il y a eu des problèmes dans les mois d'avant ou les années juste avant, c'est difficile d'investir, je sais pas, ouvrir tout simplement, quelqu'un qui va ouvrir un restaurant dans une station balnéaire, comment le convaincre que vraiment c'est réglé ce qui s'est passé ces dernières années? Les convaincre, les choses se sont faites dans le monde d'une façon que ça s'est réglé tout seul. Parce que la question sécuritaire... Un discours qui arrive. Oui. Je vais vous dire, la question sécuritaire n'est pas une question propre à la Tunisie. Partout dans le monde, on a vu, dans les pays les mieux sécurisés dans le monde aujourd'hui, il y a eu un attentat en France. Donc partout dans les pays, il peut y avoir quelque chose, aujourd'hui que les choses bougent de cette façon. La seule chose qu'on a dit, c'est les résultats, c'est par le chiffre. Aujourd'hui, la situation réellement, elle est maîtrisée. Le ministère de l'Intérieur, il maîtrise bien la situation. Il n'y a plus d'événements en Tunisie, on n'entend plus parler de choses comme ça en Tunisie. Donc, je vais vous divulguer un secret. Au contraire de ce qu'on peut penser, parfois on dit la sécurité et l'investissement ne vont pas ensemble. Je vais vous donner des contre-exemples. L'investisseur, il a un seul souci, c'est la compétitivité et le gain. Après, s'il y a des problèmes, il sait résoudre ces problèmes. Si vous prenez par exemple le Mexique, il a de réels problèmes de sécurité, mais les investisseurs
influent au Mexique et assurent leur propre sécurité. Au Nigeria, dans pas mal d'autres pays, c'est toujours la même chose. Il faut avoir un pays qui a des capacités qui permettent aux entreprises de gagner en compétitivité. Après, des petits problèmes passagers, ça se résout. Les gens savent que c'est pas structurel et ça passe. Et ça s'est passé comme ça partout dans le monde, en Allemagne, en France, en Algérie, en Italie, dans pas mal de pays. Et aujourd'hui, la situation, elle est devenue à la normale. Et si le tourisme revient, l'investissement revient aussi. Alors, vous êtes-vous dans le privé, vous êtes-vous dans le public? Les deux, vous faites à peu près le même métier. Où c'est que vous situez les différences au niveau de votre manière d'agir, manière d'aller vers l'investisseur? Il y a une différence? Je n'ai jamais été dans le public, je ne peux pas savoir, je suis sûr qu'il était dans le privé avant. Vous avez déjà consulté des agences publiques Alors, pour je fais aussi de la l'investissement? diplomatie économique, ça veut dire que c'est quand c'est un État ou un gouvernement qui fait appel à nos services. Par exemple, je travaille avec la Croatie, très proche, avec des pays comme la Serbie et la Hongrie. Ils souhaitent développer leur société à l'étranger. Donc vous avez une connaissance de comment on pratique les choses dans le public. C'est quoi la grosse différence? La grosse différence, c'est que, bon, eux, ils ont les moyens, c'est un État par rapport mais parfois aussi, il y a une lenteur. Donc la lenteur, c'est par exemple, ils sont très pressés pour que vous leur fassiez une offre, mais pour venir à la concrétiser, il faut attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, à force de les relancer, après vous les oubliez, jusqu'après 6 mois, eux ils vous rappellent, ça tombe de nulle part. Mais sinon, c'est quand même une référence de dire que vous faites de la diplomatie économique, parce que vous travaillez. Moi, c'est par exemple le vice-ministre des Affaires étrangères qui me contacte, qui me dit voilà ça, il me met en rapport avec l'ambassadeur, ou un ambassadeur d'un pays me met en rapport avec son ministre, pour pouvoir voir comment on peut travailler. Dernièrement, avec des pays comme la Finlande, la Norvège, le Danemark et la Suède, ils ont fait des petits déjeuners chez l'ambassadeur, l'ambassadrice, madame l'ambassadeur, où ils ont invité des opérateurs économiques et des consuls qui sont au Maroc pour pouvoir voir comment ils peuvent développer leur société au Maroc et en Afrique. Et vous, si vous deviez... De mon côté, j'essaie de trouver un petit peu une différence. La première, c'est que nous, on ne facturons pas. Hein. Notre service est gratuit. Tout d'abord... c'est le citoyen tunisien qui le paye. Bien sûr. C'est l'impôt, c'est les impôts qui font notre budget. Mais réellement, la différence, c'est que nous sommes une institution, nous travaillons l'image d'un pays tout entier, des secteurs sans aucun intérêt, aucun, pour un secteur plutôt qu'un autre. Donc notre client, il vient à nous de façon volontaire, il n'y a pas, même si nous faisons des démarches. Et après, de toute façon, il y a des complémentarités parce qu'eux, ils prennent le relais. Si vous voulez, nous travaillons sur l'image du pays. Et après, les agences, les bureaux d'études, etc., ils en profitent, ils prennent le relais. Ils finissent le travail que nous ne savons pas faire, le travail plus proche avec l'investisseur au jour le jour. Khalil Abidi, merci. Hassan Hlou, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens ici au Forum Afrique Développement à Casablanca. À bientôt.